La Coupe de l'Amérique, pour situer cette compétition, c'est la plus vieille des compétitions dans nos sports, la voile, et c'est même une compétition sportive une des plus vieilles, puisque ça a été créé en 1851, donc avant les Jeux Olympiques modernes. Et l'idée, c'est de se défier entre nations sur un support technologique qui est le bateau. Donc à l'origine, c'était un duel entre les Américains, ça a été créé entre les Américains et les Anglais. Les Américains, donc c'était la goélette America qui a battu les Anglais autour de l'île de White, et ça a commencé, voilà, le règlement était très simple, autour de deux pages A4, et puis autour de ce règlement, qui est très très ouvert, la Coupe de l'Amérique a eu une histoire très longue, et elle perdure. Sur chaque événement, il y a une négociation entre celui qui détient le trophée, qui est le Defender, et les challengers potentiels qui viennent défier ce Defender. Et ces négociations aboutissent à un règlement avec le type de bateau, le format des courses. C'est pour ça qu'il y a une évolution assez incroyable, même ces 15 dernières années. Vous vous rappelez de la Coupe américaine en monocoque jusqu'en 2007, avec des bateaux qui étaient très longs, 25 mètres, très lourds aussi, 25 tonnes, qui n'étaient pas extrêmement rapides, mais qui est très esthétique. Et puis depuis 2010, la Coupe d'Amérique a changé, puisque le Defender Oracle a décidé de faire cette compétition en multicoque. En 2010, c'était sur des très grands bateaux de 30 mètres. Et puis en 2013, il y a eu ces bateaux qui volent avec une aile rigide à San Francisco. Je ne sais pas si vous avez vu les images, avec une finale incroyable entre les Néo-Zélandais et les Américains. Qui ont à nouveau récupéré leur trophée. Et à partir de là, Team France est né, on s'est inscrit dans cette compétition. Le format est très très proche de ce qui s'est fait la fois précédente à San Francisco, mais les bateaux ont rapetissé en taille. Le bateau que vous avez vu sur la dernière image, c'est un bateau très proche de ce qu'on va avoir aux Bermudes. C'est des bateaux qui sont capables de voler sur l'eau. On est supporté par des feuilles, donc des ailes qui sont sous l'eau, et plus on va vite, plus il y a une portée qui permet au bateau de décoller. Et ces bateaux-là sont capables de voler, que ce soit au vent arrière ou en remontant au vent en permanence. Maintenant, en fait, quand les bateaux volent, c'est pas la peine d'avoir des grands bateaux pour aller vite. C'est pour ça qu'il a été décidé d'avoir des plus petits bateaux. On est 6 sur le bateau. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup d'hydraulique, parce qu'on a l'impression que ça vole de façon stable. Mais pour que ça vole de façon stable, il faut en permanence ajuster le réglage, que ce soit des voiles ou que ce soit des appendices qui sont dans l'eau. Vraiment comme si on pilotait un avion. C'est une façon de naviguer qui est vraiment totalement nouvelle. Alors, ça crée des sensations incroyables, puisqu'on est par 15 nœuds de vent, donc 30 km/h de vent, on va quasiment à 30 nœuds, donc 2 fois la vitesse du vent en remontant au vent, et 35 à 40 nœuds lorsqu'on descend dans le vent, tout ça en permanence en volant sur ces feuilles. Alors l'enjeu, c'est de rester en vol quasiment du début à la fin, et même dans les virements, même dans les empannages, les changements de direction. Il faut qu'on réussisse avec l'équipage à garder suffisamment de vitesse et à être synchronisé suffisamment pour rester toujours hors de l'eau, puisque évidemment ça donne un surplus de vitesse incroyable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille depuis 2 ans tous ensemble. Alors Team France, c'est un projet qui a démarré un petit peu après les autres concurrents. Nos concurrents, ils sont là pour la plupart depuis la Coupe de l'Amérique de San Francisco. Donc nous, on est un team nouveau, donc on est encore en phase de construction et d'apprentissage, même si on n'a pas envie que de participer, on a aussi envie de performer aux Bermudes. Voilà, donc on apprend cette nouvelle façon de naviguer, cette nouvelle façon de construire et de concevoir des bateaux. La Coupe America, c'est presque plus une compétition technologique qu'une compétition sportive, mais les sportifs qui sont là se doivent d'utiliser la machine le mieux possible. Tiens, Nick, tu peux venir parce que tu vas intervenir après, donc ça c'est notre entraîneur. Alors
Alors comment ça se passe à bord et pourquoi il faut être très fort physiquement? En fait, il y a 4 équipiers qui sont à l'avant du bateau. Vous avez vu sur les images, ils ont des manivelles, on appelle ça des colonnes de winch. Et derrière ces systèmes, il y a de l'énergie qui est produite avec notamment des accumulateurs hydrauliques. Et cette énergie va permettre au bateau d'être réglé en permanence. C'est comme un avion, si on perd cette énergie, on tombe parce qu'on n'est pas capable de régler. Et donc les 4 équipiers qui sont devant se doivent de maintenir un niveau d'énergie, c'est vraiment comme des batteries, mais l'accumulation, si on fait rien, au bout de 30 secondes, on n'a plus suffisamment d'énergie. Donc la course elle est assez courte, c'est 20 minutes, mais pour eux c'est un sprint où ils sont avec un cœur à 80% du max pendant 20 minutes. Et je peux vous dire qu'à la fin de la course, ils sont complètement épuisés. Et même on imagine, lorsqu'il y a 2 ou 3 courses dans la journée, de changer une partie des équipiers qui sont à l'avant. Voilà. Et puis il y en a 2 autres à l'arrière qui font un peu moins de boulot, celui qui barre et celui qui règle la voile. Eux font à la rigueur de la voile un peu plus classique, même si le barreur, il a en plus de la direction comme on avait sur n'importe quel bateau classique, il a aussi à gérer la stabilité et l'altitude du bateau avec des boutons à la barre comme un pilote d'avion, puisqu'on règle vraiment l'incidence des appendices qui sont dans l'eau. Voilà, donc vous avez des images qui défilent derrière. Si vous avez des questions techniques, on pourra y répondre, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu il faut beaucoup de sponsors pour participer à la budget. Vous aimez bien parler de gros sous, non? Oui, malheureusement, c'est un sport où pour pratiquer, il faut un bateau. Un bateau, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Là, d'autant plus, comme je vous ai dit, c'est une compétition technologique. Ça veut dire que c'est une compétition qui se passe à l'origine dans les bureaux de dessin et ensuite dans les chantiers pour tester des pièces, vraiment comme on fait en Formule 1. Ça veut dire que le bateau, à chaque fois qu'on ressort sur l'eau, on a des pièces nouvelles, des systèmes nouveaux à mettre au point. Ça demande beaucoup d'ingénieurs derrière, ensuite de techniciens qui mettent ces systèmes à bord. Donc, pour répondre à la question, un budget pour faire la Coupe d'Amérique minimum sur 3 ans, c'est 30 millions. Ça fait à peu près 10 millions par an. Alors nous on a commencé un peu plus tard que les autres, donc on a dépensé moins d'argent. Mais la moyenne c'est ça, pour avoir une équipe on est environ 70 personnes dans cette équipe-là. Il y a 10 marins ici, 9 marins plus l'encadrement, mais par moment il y a eu 30 ingénieurs qui ont dessiné le bateau. Ensuite il y a évidemment les chantiers pour produire le bateau. Le bateau en lui-même coûte 5 millions, mais le dessin coûte une dizaine de millions si on calcule tous les salaires. Donc voilà, le budget se compose de 70% de salaire, à peu près 20% de matériel et 20% de logistique. Lorsqu'il faut se déplacer aux 4 coins du monde pour faire nos régates. Et est-ce que c'est pour ça que la France a gagné la Coupe d'Amérique? C'est sûr que ça aide pas. C'est évident. Il faut aussi le temps, c'est pas qu'une question d'argent. L'argent, c'est bien si on arrive ensuite grâce à moyen, avoir une équipe, puisque la richesse, c'est plutôt les hommes que le compte en banque. Donc la finalité, c'est d'avoir une équipe performante, donc faire un bon casting, trouver les bons profils, les gens qui sont capables de travailler ensemble, de bien communiquer ensemble. Ça se fait pas que par l'argent. Nous, on n'a pas pu se battre, à surenchérir pour avoir forcément les meilleurs, mais on a essayé d'avoir les meilleurs en devenir. Notamment chez les architectes, on a pas mal de jeunes et des têtes très bien faites et qui sont passionnés par ce genre de projet. Donc voilà, on a nos chances sans forcément avoir dépensé autant que les autres. C'est ce qui est bien. Et puis l'important surtout, c'est continuer à travailler, d'avoir une vision non pas à quelques mois, mais à plusieurs coupes à suivre. Et c'est comme ça qu'on sera vraiment favori. Parce que l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui organise après, c'est ça? C'est l'équipe qui gagne, donc devient Defender et il a les droits d'organisation. C'est à peu près le seul sport qui est comme ça. Et
donc il a le droit d'organisation, un gros avantage dans le choix du bateau, dans le choix des règles. Donc forcément, Defender, il a quelques avantages. Mais bon, la coupe a changé de main aussi plusieurs fois. Il y a eu les Américains très longtemps, quasiment 150 ans. Ensuite, il y a eu les Australiens, à nouveau les Américains. Ensuite, 2 fois les Néo-Zélandais, une fois les Suisses, donc, avec Bertarelli et Alinghi. Donc c'est sûr, ils avaient les moyens, ils sont allés acheter l'équipe néo-zélandaise, en gros, qui venait de gagner la coupe, et même les architectes. Et puis Alinghi a gardé 2 fois la coupe, et ensuite les Américains ont repris la coupe depuis 2010 avec Larry Ellison. Alors nous, malheureusement, on n'a pas un milliardaire français qui se lance dans l'aventure, ça serait beaucoup plus simple. Donc on fonctionne avec du sponsoring comme tous les projets de voile en France. Il y a beaucoup de projets de voile en France, à la rigueur, on est le pays qui dépensons le plus dans ce sport-là, avec des très beaux projets dans la course au large, notamment solitaire, on est très bon en France. Dans la Copa América, on n'a pas encore cette culture ou cette envie, et c'est sûr qu'on est en train de défricher un peu le terrain et d'essuyer les plaques, mais le but c'est vraiment de créer avec Team France une entité qui soit le plus pérenne possible. Et au-delà du capital technologique, capital financier dont on a parlé, est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation de l'équipe et des qualités de chacun, du background de chacun, de la formation scolaire, pas scolaire, etc. Non, c'est pas possible. Non, on peut parler des rôles à bord. Alors là, donc, on est 9 équipiers, on a 6 à bord avec 6 postes à bord. Il y a Thierry Fouchier qui est régleur de la voile, qui n'est plus une voile d'ailleurs, c'est une énergie, qui a gagné la Coupe américaine de Corail en 2010. Donc le seul français qui a gagné la Coupe américaine sur un bateau. Il y a eu d'autres français dans les équipes, donc qui restaient à terre. Il y a Thomas Le Breton, voilà, qui vient de la filière olympique, qui faisait du fin. Du fin, c'est des bateaux qui vont pas très vite, mais là, les gars qui est très très serré. C'est des gros gabarits qui sont dessus habituellement, au-dessus de 95 kg. Et qui est tacticien à bord, il est aussi sur un des moulins, un des colonnes à winch, donc gros bras et gros cerveau. Les vins de Bihan. Donc le Breton et le Bihan, vous savez d'où ils viennent. Ils viennent plutôt de l'ouest que de l'est. C'est un équipier d'avant. Donc sur les bateaux un peu classiques, lorsqu'on envoie des voiles, c'est lui qui les envoie. Alors sur nos bateaux, on n'envoie plus du tout de voiles. Par contre, on règle un peu la voile d'avant et puis on manage, on gère les manœuvres et on met de l'énergie, comme je vous ai dit, dans le système du bateau. Olivier Aridon, qui vient du match racing. Il a des circuits mondiaux de match racing, donc c'est le combat entre 2 bateaux. La Coupe América, c'est ça. Sur la ligne de départ, on est 2 bateaux et on rencontre tout le monde, donc c'est des duels et c'est celui qui gagne le plus de matchs possible. Donc là, c'est un spécialiste du match racing. Il a aussi un gabarit adapté à notre genre de bateau. Donc il sera, par rapport à l'arrière, c'est le quatrième en partant de l'arrière, donc au milieu du bateau. Mathieu Vandamme, qui vient plutôt de la filière olympique de petits catamarans sport, des 17 pieds, qui est spécialiste et qui commence à faire du bateau plus grand depuis quelques années maintenant. Voilà, et qui officie, donc plus de avant aussi. Arnaud Jarlegan, aussi un régleur de voile d'avant, il vient de la filière olympique aussi, un peu plus âgé que Mathieu, donc ça peut-être un peu plus de mythe sur les petits bateaux aussi, rapides. Voilà, régleur de voile d'avant. Nicolas Hens, un Corse, le plus sud de notre team. Voilà, toujours à l'avant, où lui peut faire un peu tout, un peu à l'avant, un peu au milieu. J'ai 4. Ensuite, Adam Minoprio qui est néo-zélandais. Donc essayez de lui poser des questions en français, on rigolera. Quand il y a un Français parmi des Néo-Zélandais, on est obligé de parler anglais, mais par contre, quand il y a un Néo-Zélandais chez les Français, on est obligé de parler anglais aussi. Donc voilà, qui est le barreur remplaçant, qui a barré aussi
le bateau l'an dernier, qui est aussi régleur de l'aile. Voilà. Et qui est un champion du monde de match racing il y a quelques années, qui a fait aussi la Revolution Race quand je l'ai faite sur un bateau concurrent chez TNZ. Voilà. Et puis Neil McLean, qui va présenter, je vais lui passer la parole, comme ça il va présenter les caractéristiques physiques que doit avoir l'équipage. Et pourquoi on est ici aussi? C'était la question que je posais. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, c'est mon boulot. Je suis kiné. Je suis responsable pour tout le préparation physique de l'équipe. Je m'occupe avec les blessures, la préparation physique, la diététique, la nutrition, le biomécanique. Effectivement, comme Franck a dit, nous avons 30 qui gèrent le management, le design du bateau. Je suis tout seul pour gérer les gardes, pour créer bonne qualité de bœuf pour Franck. Effectivement, le plus puissant les gardes, le plus option que Franck a pour gérer les contrôles, pour les foils, pour l'aile. Donc, c'est évidemment le plus puissant, le mieux pour lui. Au niveau de physique, pour les gars, c'est clair que c'est 20 minutes de travail, mais c'est vraiment le fond. C'est une capacité énorme. Comme vous voyez, ils sont costauds, mais c'est un... Sans fin. C'est le but. On choisit de distribuer. Non, c'est bon. Donc, il y a un an, nous sommes ici pour 2 stages. Nous avons vu une très très bonne évolution dans la dernière année. Pas qu'en capacité dans les montagnes, mais c'est bon à voir ils ne sont pas les débutants cette année. C'est une vraie différence, ils sont beaucoup plus à l'aise dans les montagnes, en altitude, le savoir-faire, donc c'est bon ça, mais on fait en gros vers 2 heures de muscu chaque journée, donc on bouge beaucoup de poids. Chaque séance c'est vers entre 15 et 20 tonnes. Le déplacement de poids par équipier? Non, par personne. Par personne. Ouais. Donc ça monte pendant l'année jusqu'à 1 million 500 000 de kilos par an. Beaucoup d'énergie perdue. C'est pour ça qu'il faut qu'il mange assez bien ici. Ce soir c'est une bonne tartiflette. Peut-être les deux. Donc nous avons une grosse dépensement d'énergie pour supporter le travail physique. 2 heures dans le matin en général dans le salle muscu et entre 3 heures vers le maximum de 6-7 heures sur l'eau. Donc il dépense vers 6 000 jusqu'à 7 000 calories par jour. Donc au lieu de perdre du poids, il faut qu'il mange tout le temps pour maintenir le poids et pour éviter les problèmes avec la fatigue qui peut ensuite avec quand les calories et les dépenses sont déséquilibrées. Donc avec cette manière d'entraînement aussi pour éviter les blessures, il faut que nous soyons vraiment conscients des mouvements récurrents. Donc si on peut faire des choses pour réduire le stress sur le corps, pour gérer les problèmes avant qu'ils passent, ça serait beaucoup plus intéressant de gérer les problèmes. Donc, ouais, effectivement, au niveau de puissance, si on imaginait sur le vélo, si on monte vers le col de montée, assez fort, dans une bonne vitesse, ça donne vers point amateur peut-être avec une très bonne info, 250, 275 watts, on parle en wattage. Mais les gars peuvent faire exactement le même wattage, 250 en moyenne, pendant 20 minutes, sans arrêt. Et nous avons les pics avec les bras. Avec les bras, il faut qu'on dise, avec les bras. Et on pique plutôt vers 1100. Donc c'est pour ça qu'on monte progressivement plus en plus. Et la tâche sur le bateau est de créer cette puissance, en même temps que le bateau bouge. En 3D, c'est comme une voiture de Formule 1, mais avec aussi encore un axe de mouvement et pas de frein. Donc c'est une sensation un peu bizarre pour les gars au début. Il faut qu'ils traversent le bateau aussi et recommencer immédiatement. Donc il y a une agilité, une puissance, et il faut qu'ils soient absolument super robustes pour supporter l'entraînement. Et c'est le mélange. Le plus qu'on puisse, le plus probable les problèmes physiques, mais sans l'effort, on ne voit pas le maximum. Donc c'est une ligne assez fine pour gérer le stress physique, pour voir les meilleurs résultats sans les blessures.
Si vous avez des questions sur ça. Ouais, j'en ai une, moi. Pour faire 20 minutes à fond sur le bateau, ils font quoi comme échauffement avant? On fait des exercices spécifiquement pour les amplitudes, la mobilité. Mais sur le bateau, il fait les manœuvres plus en plus vite. Donc c'est pas nécessairement c'est difficile avec la structure des régates, les choses comme ça, d'avoir un échauffement classique. Ouais. On voit avec les équipes sportives, ça fait 20 minutes, 3 minutes d'échauffement. Progressivement, on fait plus en plus, mais des fois avec le vent, ça décide que les manœuvres sont assez font immédiatement. On n'a pas le choix de commencer doucement. Alors, avant de partir faire la régate, on a déjà parcouru le parcours, Ouais. on a répété les manœuvres, ensuite on part faire la régate, donc les gars sont chauds. Souvent ils me disent qu'ils sont trop chauds, qu'il faut quand même. Et on sait des choses peut-être 2 heures avant, ça a stimulé le système métabolique déjà et ça a créé le bon activation dans le corps. Je vois qu'ils font pas le même régime que nous pour perdre du poids. Si vous faites 7 heures de travail par jour dans le gym, monsieur le bateau, on va voir des résultats. Alors j'ai une autre question, mais pas par rapport à... en gros, vous êtes l'équipe de France, et dans l'équipe de France, il y a des étrangers. Non, mais par rapport à la réglementation de la course, il y a... peut-être plutôt pas assez franc, ouais. En rugby, il y a des étrangers. Oui, le règlement de la Cool America, donc c'est un représentant au maximum par pays participant. Ouais. Et donc on est l'équipe de France mandatée par la Fédération française de voile. Mais le règlement interne de la Coupe, c'est minimum une personne seulement. Ah d'accord. Sur le plateau qui appartient à l'équipe. Il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et la France où on est quasiment à 100% du pays. Par contre, les Américains, il y a un seul Américain, tous les autres, c'est des Australiens. Et les Japonais, c'est des Néo-Zélandais. Et les Suédois, c'est des Australiens. On est assez bien lotis chez nous, parce qu'il y a pas mal de... voilà, la voile, c'est quand même, en France, on a une très bonne culture de voile, donc il y a beaucoup de marins qui sont capables de monter sur ces bateaux et dessiner comme vous dites. Il y a le Corse qui dort derrière. C'est facile de faire. C'est normal. En fait, on a 2 étrangers, la Corse. Et il y a combien, j'ai peut-être pas tout suivi, il y a combien d'équipes 6. Il y a les Suisses, non? Non, il n'y a pas de Suisse cette année. Il ne peut pas y avoir plus de 6 équipes. Si. Pour l'instant, il n'y avait pas de... Et comment se passe au niveau des sélections? Qui décide? En fait, là, on rentre, on doit s'inscrire. Non, mais pour l'équipe. Il n'y a pas vraiment de sélection pour participer. Chaque pays a le droit de participer à la compétition. L'équipe a pris le devoir. Non, mais pour faire votre équipe. Et en interne, chez nous? Ouais, pour faire chez vous. C'est vous qui décidez personnellement ou c'est tout un staff qui se réunit et... Il y a des sélections, il y a... En fait, les profils ils sont assez évidents parce que des Français qui participent à des régates internationales en équipage sur des séries internationales qui sont proches du multicoque, on les connaît assez clairement. Comme je vous ai dit, il y a nous des préparations olympiques ou exactement du même type de bateau, ou l'expérience de la coupe. Donc voilà, des profils évidents, il y a peut-être 12-15 en France, et puis ensuite on en sélectionne comme ça 9. Il y a eu des gens qui sont venus et qui sont partis aussi. Il faut être capable de travailler ensemble, de se sentir bien dans l'équipe et de fonctionner. Et puis c'est comme ça que les 9 sont ici aujourd'hui. Ensuite, on a aussi une sélection, par contre, on a un team France Jeune qui en parallèle, c'est des jeunes de moins de 23 ans qui vont participer à la Youth America's Cup. C'est une compétition qui va se faire en plein milieu de la vraie Coupe de l'Amérique sur des bateaux un peu différents. Et cela, par contre, on a fait une sélection beaucoup plus objective avec
avec par dossier à l'origine, il y avait 160 jeunes qui ont présenté. 25 prix la première année, ils ont fait le Tour de France à la voile, et maintenant il n'en reste plus que 8 qui vont participer à cette compétition-là. Et donc le but c'est de former, déjà de détecter les talents, mais ensuite surtout de leur donner les moyens de se former, de progresser le plus tôt possible pour avoir dans une dizaine d'années des gens capables de battre les meilleurs étrangers. Et au niveau des bateaux, ils sont tous un peu similaires ou il y a vraiment une énorme différence entre... C'est comme pour un œil non averti de Formule 1, elles se ressemblent beaucoup. Ouais. Donc en fait on a un règlement qui détermine évidemment le poids, la largeur, la longueur, la surface de voile. Il y a même des pièces qui ont exactement la même forme et que la liberté elle est dans la structure, dans la façon de contrôler par exemple la voile ou les feuilles. Donc voilà, il y a des zones de liberté où il y aura des différences. Vu de l'extérieur, c'est difficile à voir. Mais par exemple, tous les feuilles qui permettent de voler, qui sont un élément très important de la performance finale, sont complètement libres. Donc on a tous des feuilles différents. Et c'est là-dessus que je dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour développer ces pièces. C'est fragile un bateau? C'est juste ce qu'il faut pour pas qu'il casse à la fin de la régate, en fait. C'est toujours un compromis parce qu'on essaye toujours d'aller dans la limite de la résistance de la structure qu'on y met. Et il faut, en contrepartie, il faut que ça soit léger, il faut que ça se déforme le moins possible, etc. Donc, il faut que ça soit fin, notamment pour les feuilles. Il y a toujours un compromis entre la finesse qui crée moins de traînée. Et puis par contre, qui donne plus de souplesse ou une rupture avant. Donc, c'est des éléments initiaux lorsqu'on commence le dessin. Et vous pouvez abandonner sur casse du bateau, ça peut arriver? Ça peut arriver, sur la Cola América c'est très rare, mais il y a eu des années où, en 2004 je crois, TNZ il démarre sur l'avant-dernière régate, un truc comme ça. En Nouvelle-Zélande, quand Alimi a gagné, TNZ avait débatté, donc il peut y avoir des grosses casses très visibles, et puis il peut y avoir des casses un peu plus petites, électroniques ou hydrauliques, qui permettent de ne pas faire fonctionner bien le bateau. Il peut y avoir un abandon, c'est sûr que c'est la chose qu'on redoute presque le plus, parce que c'est aussi la chose qu'on peut éviter le plus. Et il y a tellement de détails sur le bateau qui sont très importants, qui sont vraiment un maillon de la chaîne, et on a besoin que tous les détails fonctionnent parfaitement. Et au prix du bateau, vous n'en avez pas de remplacement? Et on a juste une aile de remplacement, donc on a 2 ailes possibles. Ça veut dire qu'en gros, si on chavire dans un entraînement ou dans une régate, c'est l'aile qui peut être endommagée. La plateforme, normalement, elle est quasiment pas endommagée, donc on peut changer l'aile et repartir le lendemain. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de pièces dans le règlement, on n'a pas le droit d'avoir 2 bateaux, on a le droit d'avoir 2 ailes. Et on a aussi 2 feuilles différents. Pareil, c'est suivant la force du vent, on décide la veille du matin d'avoir une configuration pour le titan, une configuration pour la frise. Les foils, c'est des... Voilà, c'est ce qu'on voit dans l'eau à l'avant. Il y en a un au-dessus de l'eau, un rétracté et un dans l'eau qui supporte le poids du bateau. Et il y a aussi 2 éléments importants qui sont les safrans à l'arrière et les gouvernails. À la base du gouvernail, il y a 2 ailerons horizontaux qui permettent aussi de stabiliser le bateau. Ça représente combien de régates du coup la Coupe de l'América? Il y a plusieurs éliminatoires. La première partie c'est de 12 régates. Chacun rencontre 2 fois un adversaire. Ensuite là il y a un éliminé. Ensuite il ne reste plus que 4, c'est les demi-finales. Ensuite c'est la finale. Tout ça c'est entre challengers. Et celui qui gagne la finale des challengers a le droit de se battre contre le defender et de prendre le trophée s'il le bat. Voilà, c'est quoi? C'est une compétition qui du coup va durer combien de temps? Ça dure un mois en tout. Un mois? Quasiment tous les jours? Non, il y a des périodes d'arrêt. Mais vous pouvez, de jour en jour, vous pouvez encore naviguer pour travailler des... Oui, sur les jours de repos, on peut naviguer. Ouais. Donc le defender ne fait que la finale?
Alors, normalement oui. Cette fois-ci, il a trouvé le moyen de s'intégrer dans les courses dès le début, mais en gros, lui, il n'a aucun enjeu, parce que dans tous les cas, il est sûr de ne pas être éliminé. Voilà, il est sûr de ne pas être éliminé. Donc voilà le genre d'avantage que peut avoir le Defender, puisqu'il est très fort dans la négociation, il a une position forte dans le format décidé. Donc le but, c'est que le français devienne un Defender. On change de langue officielle et on va faire notre format. Pour ce qui est de la stratégie de course, vous avez des fois des plans, des petites astuces, jouer un peu sur l'intox, des choses comme ça ou pas? Ça se fait? Il y en a d'intox dans toute la communication. Vous connaissez derrière le team, on envoie des images sur le web et évidemment on essaie d'envoyer toutes les choses qui ne nous intéressent pas et qui seraient bonnes à copier. Des choses plutôt anciennes, etc. Et tout le monde fait ça, donc il faut faire attention à ce qu'on peut voir. Mais il y a une partie d'espionnage, évidemment, pour savoir ce que font les autres. On essaye d'imaginer la vitesse en redessinant le bateau des adversaires, notamment la folle, puisque c'est ça qui fait la différence, et comparer avec les nôtres, etc. Mais il y a des choses qu'on ne verra pas, à part d'avoir un dessin réel. Avec une photo, on voit quand même pas tout. Et vis-à-vis des autres équipages, vous connaissez, vous entretenez des bonnes relations ou c'est des fois un peu tendu? Non, franchement, c'est un très grand respect, très très bonne relation. Quand on est sur l'eau, évidemment, le but c'est de mettre derrière. Bah ouais. Mais c'est un milieu qui n'est pas très grand, donc on s'est croisés souvent dans notre carrière sur d'autres courses que celle-là. On a même parfois navigué ensemble, on était dans les mêmes teams, donc on se connaît quand même beaucoup. Et l'équipe de France que vous êtes, vous consacrez uniquement à cette course? Toute l'année? Ah, t'as des cours maintenant? Non, vous avez d'autres. On n'a pas le temps de faire autre chose, quoi. On est vraiment à fond dessus et on se lève le matin. C'est d'autres courses, c'est d'autres courses. Avant, non mais en ce moment. GC32. Oui, avant d'être engagé dans ce projet, on a chacun fait des compétitions à part avant. Mais maintenant, depuis qu'on est là-dedans, on fait que ça, quoi. On se lève le matin, on pense Coupe d'Amérique, on se couche le soir, Coupe d'Amérique, quoi. Donc là, jusqu'en juin, on se pose même pas de questions sur ce qu'on va faire, on sait, le programme il est tracé, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est content d'être là à Valorcine et prendre du plaisir un petit peu. On a vraiment des bons moments dans la neige et c'est chouette. C'est un bon travail de cohésion aussi pour l'équipe, non? Changer un peu d'environnement. Ou pas, je sais pas. Ouais, non, c'est sûr, c'est super. Hein. Hier, on est passé une nuit en refuge, marché de nuit et tout. C'est sûr que ça nous change un petit peu de nos habitudes. Mais ouais, après, on se connaît, ça fait un an aussi qu'on se côtoie, mais c'est vrai que ça crée des liens, quoi, et ce qui est très important aussi pour la suite. Avec les excuses, si on sont un petit peu fatigués, ils ont fait 4000 de dénivelé dans 5 jours. Donc, ça va du tout. Je suis d'accord, mais... Pour les Bretons, c'est pas mal. Pour le dénivelé, c'est inconnu. Un peu sur l'objectif du stage. Pourquoi avoir organisé ce stage de préparation physique? Pourquoi Valorcine? Quels étaient les objectifs? Pourquoi Valorcine? C'est plutôt parce que je suis de la ville. C'est mon milieu ici. Je suis habité à Chamonix depuis 2009. Avec ma femme, mes enfants, nous avons notre cabinet dans le centre-ville. Et depuis que j'ai commencé avec les équipes de voile, j'ai commencé avec le Volvo, les navigants là, et maintenant avec l'équipe de France dans l'équipe de Mercure, j'ai vu le liaison entre la mer et les montagnes. Nous avons plusieurs navigants et plusieurs skieurs qui ont fait l'échange. Nous avons également un navigant qui vient ici. Et nous avons Aurélien Ducrot, évidemment vous le connaissez bien, et il a fait l'échange avec la Tour de France cette année. Donc, il y avait lien entre les deux environnements de nature, le respect pour la nature et aussi le challenge physique. Mais pour moi, de prendre les gars ici, je peux les poser dans un environnement qui est un peu extrême, mais c'est vraiment différent. Et quand c'est différent, on peut changer la mentalité. On peut challenger les trucs plus facilement. Si nous avons les habitudes dans les mêmes boulots, les mêmes rythmes, les mêmes choses qu'on fait toujours, c'est très difficile d'influencer, de créer les sentiments de change, les nouvelles habitudes.
Mais juste hier, nous avons monté vers le refuge L'Oréal. Et pendant le voyage, nous avons parlé vraiment de communication, les manières qui peuvent transférer. Nous n'avons pas encore fait le debrief, mais nous avons fait beaucoup de travail sur la manière de communication, les choses qui sont importantes de communiquer. Et effectivement, ce n'est pas un signe de faiblesse de communiquer. C'est juste un signe de confiance dans notre coéquipier. Et c'est vraiment difficile dans l'environnement de bateau de faire avec... quand ils sont sous du stress pour faire du testing, ils ont vraiment beaucoup de choses à faire. Et d'avoir un peu de liberté de faire des choses différentes. Pour moi, ça fait c'est un peu de luxe. Mais aussi, ça crée une opportunité de voir un autre côté de performance. Et de travailler sur les choses qui sont les fondations de l'équipe. Donc vraiment, pour la cohésion de l'équipe, c'est important. On partage les belles expériences. On parle toujours les derniers stages ici. On a vraiment beaucoup d'Adam parce qu'il a vraiment l'esprit pour faire l'arène cosmique. Apparemment, le vide était un peu trop. Donc, I'll explain that, it's fine. Or meaning well. Mais c'est vraiment un milieu qui sont incroyables. On habite ici, donc on le voit toujours. Mais pour moi, je passe 80% de ma temps avec l'équipe. Et maintenant, quand je retourne, ça me donne encore 10 fois le plaisir. Donc si je peux partager un peu de ce plaisir avec les gars et la motivation d'être en équipe, les expériences partagées, j'ai fait mon boulot. J'ai une question. Bonsoir. Est-ce que c'est le skipper qui donne les ordres aux autres personnes sur le bateau, ou est-ce que les gens sont autonomes? Est-ce qu'ils sentent ce qu'il faut faire au même moment, enfin au moment quand ils sont sur le bateau, ou c'est quelqu'un qui dit il faut faire ça? C'est plus un chef d'orchestre qui donne le tempo et le timing, et après la manœuvre se déroule synchronisée entre chaque équipier qui ont leurs tâches à faire. C'est à la fraction de seconde près les uns par rapport aux autres. Une manœuvre en moyenne c'est une quinzaine de secondes et il y a je sais pas, une trentaine, 40 actions. Si on additionne l'action de chacun, ce sont des actions physiques, des actions de commande. Il y a plusieurs, je sais pas, une cinquantaine de boutons sur chaque coque qui commandent des actions hydrauliques, mais qui sont gérées par un système électronique derrière. Et chacun, même ceux qui donnent de l'énergie, doivent aussi agir de façon synchronisée. C'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer des heures sur l'eau pour que toutes les manœuvres deviennent le plus vite possible, puisque c'est là-dessus qu'on va beaucoup perdre du temps pour gagner. Vous avez des codes pour fonctionner? Oui, évidemment, la communication, il faut qu'elle soit la plus simple, efficace possible. C'est pour ça que les Anglais, même on emploie parfois des mots anglais, parce que parfois c'est beaucoup plus simple qu'une phrase française. Donc on a des codes, on a des timings à adopter, et puis la communication évidemment un peu plus tactique entre le tacticien, le régleur de voile et le barreur pour prendre des décisions tactiques. Mais on est 90% du temps concentré sur la vitesse et la manœuvre à suivre. Sur un bateau, comme ça fait du bruit, ou vous êtes obligé de porter peut-être des casques ou des choses comme ça pour communiquer, ou de la simple voix, ça suffit? On a un système de communication par radio. Très très difficile de se parler, il y a beaucoup trop de vent en fait. Au près, quand on a 15 nœuds de vent, donc 30 km/h, on avance à 30 nœuds, donc on a 45 nœuds de vent que l'on reçoit sur nous, donc ça fait, c'est comme si on avait la tête à l'extérieur de la voiture sur l'autoroute. On a des casques, on a des systèmes de communication, notamment avec les équipiers de l'avant. Mais eux, ils sont vraiment à l'attente du signal donné par le barreur sur la manœuvre à suivre. Ensuite, il y a une vraie chorégraphie qui s'installe. Et vous êtes harnaché ou attaché avec... Non, parce qu'on doit se déplacer très rapidement. C'est assez sécurisé parce qu'on est dans les cockpits sur ces bateaux-là. Si on sent qu'il y a un enfoncement possible, voire un chavirage à venir, c'est vrai, le fait de pouvoir rester, de s'accroupir au fond du cockpit et de ne pas être propulsé à l'extérieur, ça c'est un gros avantage. Parce que le vrai danger, c'est de tomber à côté du bateau et de se faire percuter par des choses qui se traînent dans l'eau. Ouais, parce qu'on regardait les images tout à l'heure, il me semblait que dans les virages, ça
C'est assez impressionnant, hein, ça peut prendre de l'angle, hein. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, mais... Ouais, la gîte, ouais. C'est pas ça le pire. Ah, ouais. Le pire, c'est de se faire un croche-pied quand on vole trop haut et que ça décroche. Donc là, le bateau passe de 30 nœuds à 5 nœuds. Donc ça fait, voilà, on n'a pas de ceinture de sécurité. Là, il faut rester là. Et quand il vole, il a combien au-dessus de... Ouais, pas très haut, 1m50 quoi. Entre 80 cm et 1m50 au-dessus de l'eau. Et il y a en fait, les foils, c'est des genres de ailes. La partie qui est horizontale, c'est celle-là qui doit rester vraiment à toujours une altitude la plus stable possible par rapport à la surface. Si on va trop haut, ça attire de l'air et là on tombe. C'est vraiment comme si on perdait les ailes d'un avion. Et là, ça crache. Puis si on vole trop bas, à un moment ça avance plus. Donc il faut réussir à être à une altitude très stable. Régis, je crois que tu as une question. Oui, évident. Bonsoir. Je voulais juste savoir, aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie, le côté hydraulique, le côté électronique, il y a toujours besoin d'avoir des gros muscles. Est-ce que c'est parce que le règlement vous interdit d'utiliser de l'énergie autre que... Vous avez une obligation d'avoir des actions humaines? Oui, action humaine et énergie humaine. Donc ça veut dire c'est interdit d'avoir une batterie qui va nous amener de l'énergie. Le winch est toujours à la main. Le winch est toujours à la main. Alors ça c'est un règlement, ça pourrait éventuellement changer. Mais c'est un règlement qui demeure depuis tout le temps dans la Fédération internationale de voile. On n'a pas le droit d'utiliser de l'énergie autre que humaine à bord. Sauf pour l'électronique, pour l'électronique et les... Tout à l'heure, tu parlais d'hydraulique. L'hydraulique, ça sert à quoi? En fait, c'est tous les mouvements qu'on a sur le bateau sont 95% du temps donnés par un vérin. C'est pour ça que un vérin hydraulique. Mais l'huile et la pression qu'on met dans ce vérin, c'est les pompes et les grinders, les équipiers qui envoient dedans. Voilà. Donc l'énergie, elle est complètement humaine. Il n'y a plus besoin de farter les coques maintenant. Et là, non. Éventuellement les foils, c'est un peu grand chose. D'ailleurs, on va avoir tous les mêmes coques, c'est monotype. C'est pas une pièce importante la coque. C'est quoi alors qui fait la différence? C'est ce qui traîne dans l'eau, donc on va dire les foils et comment on les règle. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est vraiment le meilleur barreur ou la meilleure équipe ou c'est celui qui a le meilleur? C'est un ensemble, c'est avoir le meilleur bateau, l'équipage qui est capable de mener le bateau le plus proche de 100% le plus longtemps possible dans les manœuvres, etc. De décider donc ça c'est tactique, de décider le moment du virement, le bon choix du côté du parcours, parce que ça reste de la régate, il faut aller du bon côté par rapport au changement de vent. Voilà, et faire le minimum d'erreurs sur le parcours. On en fait toujours des petits en se disant là j'ai perdu 2-3 secondes, là j'ai perdu 15 parce qu'on s'est craché. Donc il faut arriver à éviter et gommer toutes ces erreurs-là sur toute la régate. C'est vraiment comme la Formule 1, c'est un tout. Ouais, c'est carrément un tout, c'est ça qui est passionnant. Est-ce qu'il y a un favori finalement sur le papier? C'est nous, là. Après la lancée, ça va être vraiment facile. Parce que finalement, vous n'avez jamais régaté contre... On a régaté sur des pré-régates, mais avec des bateaux différents. Donc là, le jeu va être complètement différent, donc il y a une vraie incertitude. Hein. Comme on est du championnat de Formule 1 chaque année, on ne sait pas trop quel... En ce moment, c'est plutôt les Mercedes. Mais nous, en ce moment, c'est plutôt Oracle qui gagne. Mais là, ça va être plus ouvert qu'avant, parce que les bateaux vont se rapprocher en performance. Il y a la deuxième édition, que les mêmes procédés de navigation sont les mêmes, donc tout le monde un peu arrive à des évidences technologiques. Donc les bateaux, je pense que seront plus proches qu'avant. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci.